Que sur ce plateau, Kian Habibian, bonjour à vous. Merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes franco-iranien, vous êtes cofondateur de l'association We Are Iranian Students. D'abord, je voudrais vous faire agir à ce qui vient d'être dit avec Siavosh Ghazi en ce qui concerne donc la succession du guide suprême. Un nouvel homme va le remplacer, on ne sait pas encore qui c'est, mais comment est-ce que vous recevez cette perspective de savoir que le guide assassiné il y a une semaine va de toute façon être remplacé ? Je pense qu'on peut tirer deux enseignements de cette information. La première, c'est que peu importe le nom qui sera choisi par ce fameux conseil, cette personne n'aura absolument aucune légitimité aux yeux de la population. Et ça, c'est déjà un point important, c'est que ce vote par cette assemblée qui s'est auto-constituée, qui s'est auto-formée pendant toutes ces années, n'a aucune légitimité auprès de la population. Et ce qui m'amène au deuxième point, c'est que seule la population est digne et sera capable de choisir qui est son représentant légitime. Donc, au vu de la rupture qui est totale entre la République islamique et son guide et la population iranienne, il est évident que la population iranienne va se retrouver dans la rue à nouveau face à ce régime pour le faire tomber. Vous pensez qu'il va y avoir des manifestations 9 jours se sont écoulés déjà depuis l'assassinat du guide suprême. On n'a pas vu d'Iraniens manifester parce qu'il y a aussi ce risque sécuritaire sans doute. Mais on n'a pas encore vu de mobilisation comme on l'avait vu par le passé. Est-ce que ça, vous l'expliquez ? Alors c'est tout à fait normal, comme vous le disiez très justement, il y a des bombes actuellement qui sont en train de tomber dans différentes villes d'Iran, donc les Iraniens sont bien conscients du danger qui existe actuellement. Si je me fie également aux déclarations de Donald Trump, lui-même disait qu'il y aurait un épisode violent qui mènerait ensuite à l'étape décisive pour les Iraniens. Bon, entre-temps, Donald Trump a changé pas mal de fois de discours et la population civile a même disparu de son allocution, mais bon, ce que pense Donald Trump vis-à-vis de l'Iran, ça m'importe peu, ce qui m'intéresse c'est surtout les Iraniens. Et les Iraniens, eux, des peu de contacts qu'on a pu avoir, tous se tiennent prêts justement pour cette étape-là. C'est-à-dire que pour le moment, ils savent que c'est un épisode dangereux, violent, incertain aussi, mais tous se tiennent prêts pour l'étape d'après, parce que c'est bien dans cette étape-là que les Iraniens vont avoir cette volonté de redevenir maîtres de leur destin. Donc si je vous comprends bien, il y a pour l'instant une forme d'attentisme. On va revenir sur ce qui peut être envisagé par la population iranienne, mais d'abord, quel est le regard sincère que vous portez sur ces opérations, ces attaques, cette agression du point de vue du droit international entamée par les Américains et Israël sur l'Iran ? Alors ça fait pas mal de temps que lorsqu'il se passe quelque chose en Iran, on nous oppose très souvent le droit international. C'est un point qui peut être valide, c'est vrai, lorsqu'on regarde d'un point de vue international, on peut se demander qui a tapé en premier, pour quel motif, pour quelle raison, est-ce que c'était justifié ou non. Mais il me semble également que c'est ce même droit international qui était censé exister pour éviter le massacre des 8 et 9 janvier. C'est ce même droit international qui devait éviter que les gens se fassent arrêter, torturer et exécuter depuis 47 ans en Iran. Donc, ce que soulignent les Iraniens lorsqu'on interagit avec eux, c'est très souvent cette hypocrisie des instances internationales. C'est bien beau de brandir le droit international, mais il faut l'appliquer. Ces instances et ces leviers existaient pour éviter ces épisodes-là, et pourtant ils ont eu lieu. Donc malheureusement, on arrive à cet épisode de la guerre, et bien sûr, les Iraniens ne sont pas naïfs, ils savent bien sûr ce que représente le danger d'une bombe. Ça fait déjà 47 ans qu'ils vivent sous une dictature qui ne fait que les tuer. Donc c'est dire ce que cette population a traversé pour qu'elle soit prête à encaisser ce prix très dur des bombardements pour essayer après de reprendre son destin. Et en même temps, vous avez parlé d'hypocrisie. Est-ce qu'il ne l'a pas été aussi, le président américain, lorsqu'avant les massacres des 8 et 9 janvier dernier, il avait dit aux Iraniens « Allez-y, l'aide arrive ». L'aide n'est pas arrivée à ce moment-là. Le résultat, c'est que c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont été massacrées. En quoi, aujourd'hui, il faudrait lui faire confiance ? Alors, qu'on soit bien clair, je ne pense pas que les Iraniens fassent confiance à qui que ce soit d'autre, à part eux-mêmes. De toute façon, si on se fie à sa première déclaration, lui-même n'a pas montré son intention ou un quelconque intérêt pour la population iranienne. Ses opérations et son objectif, c'est purement nucléaire et balistique, et également le financement des proxys dans la région. Le reste, il a dit, c'est à votre main. Tant mieux pour nous. Les Iraniens n'attendent rien de qui que ce soit. Nous sommes un pays, et sans doute l'un des pays les plus vieux de ce monde. Nous avons 92... C'est ça, c'est 6 000 ans d'histoire, 92 millions d'habitants, une population extrêmement éduquée. Ce n'est pas cette population-là qui va attendre que qui que ce soit leur dise ce qu'il faut faire. Alors à quel moment vous pensez qu'il y aura une action entreprise ? Est-ce que déjà, de vos sources, de vos informations sur place, on s'organise ? Qui
comment, comment, comment vous les envisagez les prochains jours? Alors, comme je le disais, les Iraniens vont forcément attendre la fin de l'opération militaire. C'est impossible de sortir alors qu'il y a des Mais il bombardements. n'y a aucune visibilité. Les C'est très Américains, les difficile à Israéliens ne communiquent pas sur C'est ça. des C'est étapes progressives. c'est exactement aussi le problème. C'est que une fois que l'épisode militaire a commencé, c'est savoir quand est-ce qu'il se termine. Parce que derrière, il y a une population qui attend quand même. Donc, c'est vrai qu'au vu des déclarations, en particulier de Donald Trump, qui est surtout très peu clair sur ces sujets-là, en l'espace de 24 heures, il tient des sujets différents. Là, par exemple, ce matin, il disait qu'il n'était pas capable d'assurer que la carte de l'Iran resterait la même. Il me semble, en tout cas dans les revendications des Iraniens, que la question de l'intégrité du territoire n'était pas remise en question. Donc, c'est des sujets pour lesquels, en fait, ces pays-là n'ont pas de droit de regard, il me semble, mais surtout, je pense aussi que c'est là où d'autres acteurs peuvent entrer dans la discussion, notamment l'Union européenne. L'Union européenne, mais pas que, la Grande-Bretagne, le Canada, d'autres acteurs de la scène internationale qui, pour le moment, sont assez silencieux et ne savent pas trop comment se positionner. C'est-à-dire que, bon, la France a envoyé le Charles de Gaulle en mer Méditerranée. C'est un peu une réaction pour dire on fait partie de la discussion, on est également acteur du sujet. Mais au final, ils ont du mal à se positionner et je pense que leur rôle à eux, ce serait justement de protéger la société civile demain lorsqu'elle va retourner dans la rue, mais également les accompagner dans ce processus de transition et engager le dialogue avec l'opposition. Il me semble quand même qu'il y a des noms qui reviennent dans les manifestations. Alors, en l'occurrence, il y a un nom qui revient quand même assez souvent, c'est celui de Reza Pahlavi, mais pour autant, il y a d'autres études qui ont été menées, en l'occurrence... Quelle considération vous accordez à son nom? Est-ce qu'il pourrait faire en Iran? Est-ce que c'est une figure que vous soutiendriez? Alors nous, notre organisation, elle est focalisée sur les étudiants, elle est transpartisane. Par contre, en tant qu'organisation étudiante, on aime se focaliser sur les faits. Les faits nous montrent qu'il y a quand même pas mal de vidéos où son nom est scandé. Qu'il y a également une étude de juin 2024 qui lui donnait 31% d'intention de vote. Sans doute que depuis, cette intention a augmenté. J'entends également aussi que les pays européens ou occidentaux ne soient pas prêts à rencontrer qu'une seule personne. Certains vont me dire... Avant les Européens, vous, Iraniens, c'est vous qui comptez là maintenant. C'est vous qu'on doit entendre. Il y a eu un débat très vif. Ici, en France, je parle en tout cas de la diaspora ici, parce qu'en Iran, c'est beaucoup plus compliqué de savoir et de quantifier. Mais ici, il y a un débat très vif autour de la personnalité de Reza Pahlavi, du rôle qu'il pourrait jouer. Ça a même quelquefois déchiré aussi certains Iraniens. Oui, tout à fait. Mais c'est déjà, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça montre un esprit démocratique. Aux dernières nouvelles, en France aussi, on a des déchirements autour de pas mal de sujets politiques. Ce qui est important, c'est d'arriver à l'étape des urnes. C'est uniquement une fois qu'on arrivera à l'étape des urnes que les Iraniens donneront la légitimité au candidat ou à la candidate de leur choix. Ça, c'est ce qui doit arriver demain. C'est pour ça que ces leviers-là doivent être activés dès maintenant. C'est-à-dire qu'on nous oppose très souvent le fait qu'on n'a pas de candidat ou alors il n'a pas de légitimité. Mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Il y a aussi des personnalités, des prisonniers politiques Exactement. nombreux. Donc, en fait, Iran, il faudrait aussi pouvoir leur laisser une chance. En fait, il faut que tout ce mécanisme se mette en place. Il faut tant engager le dialogue avec l'opposition, mais également s'assurer que demain, les prisonniers politiques, ceux qui souhaitaient se constituer opposants, partis politiques, syndicats en Iran, puissent le faire. Et que le cadre démocratique soit garanti pour que les Iraniens puissent faire leur choix. On ne peut pas nous opposer constamment le fait que vous n'avez pas fait votre choix, il n'y a pas de référendum, mais les conditions ne sont pas là pour le faire. Donc justement, c'est là où la communauté internationale doit, par le biais du droit international et d'autres leviers, aider les Iraniens à arriver à cette étape. Alors avant même d'arriver à cette étape, il y a encore une fois ce qui se joue en ce moment même dans le présent, lorsqu'on sait que le président américain serait en contact avec des forces étrangères, avec des organisations étrangères, notamment les Kurdes, qui pourraient aussi jouer un rôle. Certains experts de la région expliquent que ça pourrait encore venir davantage déstabiliser l'unité iranienne avec toutes les composantes de l'Iran. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous redoutez, que clairement ça se transforme en guerre civile ? J'ai envie de vous dire que le risque zéro n'existe jamais. Pour autant, je pense que ces dernières années, et surtout depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté, on a vu de belles preuves d'unité au sein des différentes ethnies qui composent l'Iran. Ce n'était pas pour rien qu'à Téhéran, on entendait un slogan qui était très fort, où les jeunes disaient que le Kurdistan est la lumière de nos yeux. Ou alors d'autres Iraniens qui disent que du Kurdistan au Baloutchistan, je donnerai ma vie pour l'Iran. Parce que l'Iran, c'est pas juste des Perses et des Kurdes, c'est des Azéris, c'est des Baloutches, c'est des Turkmènes, c'est des Afghans, c'est plein de peuples qui vivent ensemble depuis extrêmement longtemps.
la République islamique a, pendant 47 ans, beaucoup capitalisé justement sur ce narratif. C'est-à-dire qu'ils disent sans arrêt, si nous partons, le pays sera morcelé. Les Iraniens ont montré depuis 2022 que justement non, cette unité existe, qu'on est capable de coexister, qu'on est capable de tenir l'un à l'autre et qu'on accepte également nos différences. C'est pour ça aussi que les Iraniens se battent. C'est pour reconnaître la diversité ethnique, religieuse, culturelle, sexuelle, d'identité. C'est pour tous ces sujets-là que la population est sortie. Donc c'est uniquement en engageant le dialogue et en permettant à la population civile, parce que c'est vraiment elle, et j'insiste vraiment sur ce point, c'est elle qui compte dans cette discussion. Tant qu'on ne lui donnera pas l'espace de s'exprimer, alors on ne laissera que des gens armés le faire à la place des autres. Je ne pense pas que, par exemple, des groupes armés kurdes représentent la totalité des Kurdes. La communauté kurde vit dans différents pays aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit les armes qui parlent à leur place. Ça reste quand même aussi un peuple digne qui, et d'ailleurs moi-même, en n'étant pas kurde, je suis plutôt perse et je viens du nord de l'Iran. C'est une fierté pour moi de voir que l'Iran s'est soulevé pour Mahsa Jina Amini en 2022 et 2023. Merci beaucoup.